C'est ici que sera érigé l'atelier moderne pour la filière hydroélectricité de l'Institut national de préparation professionnelle. La ministre près du président de la République a posé la première pierre de la construction le mercredi 13 octobre dans l'enceinte de l'INPP, direction provinciale de Kinshasa. Représentant ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Manouani Nakwimbanana voit dans ces projets la clé pour maintenir à un état fonctionnel de microcentres hydroélectriques qui seront disséminés à travers le pays. Comment maintenir un bon état fonctionnel des microcentres hydroélectriques qui seront disséminés à travers le pays. La clé est, sans crainte d'être contredit, l'existence d'un personnel qualifié. D'où la nécessité impérieuse de former des techniciens et ingénieurs très pratiques qui soient à la hauteur de leur travail. Construit sur une superficie de 130,6 m², ces bâtiments dont les travaux dureront 3 mois abritera des laboratoires en hydroélectricité, des salles de réunion, des matériels didactiques et permettra à l'INPP de former des jeunes dans des filières de l'énergie avec l'objectif opérationnel suivant. Grâce à ces laboratoires, nous allons développer 3 filières. La première filière, ça sera, on va former des techniciens installateurs de microcentrales hydroélectriques. On pourra également former des techniciens en fabrication des micro-turbines. Une turbine, c'est parmi les éléments majeurs dans la constitution d'une microcentrale hydroélectrique. Et la troisième filière, c'est la filière sur l'efficacité énergétique. Par ces projets réalisés en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'INPP est dans son rôle d'accompagner l'État dans la formation et la qualification professionnelle. Ce laboratoire contribuera à l'amélioration de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa et dans les quartiers urbano-ruraux sur toute l'étendue du territoire national congolais. C'est pour cela que l'INPP s'est focalisé sur la filière des énergies renouvelables, tout en commençant par la sélection et la formation d'un noyau de maîtres formateurs. Ces derniers ont élaboré des programmes de formation pour les formateurs ainsi que les stagiaires. Les 10 programmes répondent non seulement à la résolution des problèmes de desserte énergétique, mais aussi et surtout permettent aux jeunes entrepreneurs, en créant des petites et moyennes entreprises spécialisées dans l'installation et la maintenance des panneaux solaires, photovoltaïques. La construction de cet atelier moderne cadre avec le projet promotion des mini et microcentrales hydroélectriques, un partenariat PNUD-INPP qui vise la redynamisation de la filière hydraulique et des énergies renouvelables. Par cette filière, l'Institut national de préparation professionnelle compte promouvoir l'énergie photovoltaïque, hydroélectrique, éolienne, biomasse et géothermique. Plusieurs acteurs de la société civile environnementale et d'autres parties prenantes ont entamé depuis mardi 12 octobre de réflexions sur le processus déjà en cours de la mise en œuvre de forêts communautaires à travers le pays. Cette nouvelle édition de la table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire a mis un accent particulier sur l'organisation de groupes thématiques de travail afin de fournir des éléments techniques et faciliter le dialogue et la prise de décision pour opérationnaliser les foresteries communautaires en RDC. Cette fois-ci, nous avons voulu innover. Et l'innovation consiste à ce que les acteurs réunis qui ont déjà une expérience sur le terrain puissent orienter les discussions. Et l'orientation des discussions ne peut se faire qu'à travers l'organisation de groupes thématiques de travail. Et nous avons mis en place 7 groupes thématiques de travail. Il y a le groupe thématique de travail gouvernance, genre et peuple autochtone, le groupe thématique de travail viabilité économique de CEFCEL, le groupe thématique de travail d'attribution de CEFCEL et accompagnement des communautés locales, le groupe thématique de travail sur les réformes
politique et la coordination intersectorielle, le groupe de travail sur les réformes légales et le groupe de travail sur le suivi et évaluation et enfin le groupe de travail qui met l'accent sur comment les CFCL peuvent contribuer à la préservation du climat et de la biodiversité. À en croire certains partenaires, il est prouvé que confier la gestion de forêts aux communautés locales et peuples autochtones qui y vivent et en dépendent est le moyen le plus juste et efficace de le protéger. Ce processus, qui a déjà 5 ans d'expérimentation, a plus que jamais besoin d'accompagnement dans sa deuxième phase. Nous pensons que les forêts communautaires peuvent jouer un rôle important dans justement ce travail que nous avons tous aujourd'hui à faire pour s'assurer que notre climat ne continue pas à chauffer. Donc j'encourage tous les autres à s'associer à nous pour continuer à financer et pour ceux qui n'ont pas encore fait de commencer à financer la foresterie communautaire en RDC. L'événement, qui est organisé par l'organisation non gouvernementale congolaise Centre d'appui à la gestion durable de forêts tropicales avec le soutien de la Rainforest Foundation UK et le département britannique du développement international. Cette activité, suite à une série de tables rondes nationales dont le point d'orgue avait été l'élaboration de stratégies nationales sur la foresterie communautaire. Ces stratégies est considérée dans ces processus comme un outil phare conçu pour harmoniser et guider les activités de diverses organisations et services gouvernementaux à travers le pays. Dans le but de promouvoir une culture mondiale comprenant à la fois des aspects de prévention, d'atténuation et de préparation, chaque année le 13 octobre, le monde célèbre la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. La manière dont les personnes et les communautés du monde entier réduisent leurs expositions aux catastrophes. Cet accident brusque, inattendu, dû à des phénomènes naturels ou anthropiques, a vu ces dernières années sa fréquence et sa gravité augmenter à cause des changements climatiques et des constructions anarchiques. Plusieurs techniques sont envisageables pour limiter ces dégâts. À Kinshasa, par exemple, certains scientifiques pensent qu'il est possible de prévenir et de gérer les catastrophes, mais à une seule condition. Je dirais par exemple un tremblement de terre. C'est une catastrophe naturelle. Le volcanisme, le volcan, c'est une catastrophe naturelle. Il y a aussi les inondations, il y a des érosions, il y a les tsunamis. Donc ce sont des accidents qui sont dus à des phénomènes naturels et qui peuvent avoir certaines causes. Parce que quand vous dites catastrophe naturelle, c'est-à-dire ce sont des catastrophes, comme je viens de dire, qui sont dues à des phénomènes naturels. N'est-ce pas? L'homme peut aussi être une cause des catastrophes naturelles. La lutte contre les phénomènes d'éboulement des terres, inondations et tant d'autres revêt de la responsabilité de l'État ainsi que de la population elle-même. Mais il y a lieu pour cet expert que le département des catastrophes naturelles du ministère de l'Environnement et du Développement durable envisage des solutions pour prévenir la population vivant dans et aux alentours des zones à risque du danger qui les guettent afin d'éviter le pire. De gérer le problème de changement climatique. Comment? Ici, par exemple, nous sommes en aménagement du territoire. Nous devons produire livrables. Nous avons produit la politique nationale d'aménagement du territoire. Dans la politique nationale d'aménagement du territoire, nous savons qu'il y a des axes. Nous avons ciblé cet axe et puis dans chaque axe, n'est-ce pas, il y a des programmes. Il y a des programmes avec des objectifs et des actions qu'il faut mener. L'aménagement du territoire est là pour appuyer l'élaboration des plans et puis des cartes d'élaborer des zones à risque. Il faut donc garder à l'esprit que les catastrophes se produisent plus souvent quand les gens ne sont pas préparés et n'ont pas la capacité de faire face aux risques. Les regards des autorités devraient être tournés vers la sensibilisation afin d'apporter des solutions aux problèmes liés aux catastrophes naturelles. Une démarche à ne pas négliger pouvant permettre à cibler les zones à risque, à préparer les communautés locales ainsi qu'à sauver des vies. Des parlementaires venus du Gabon, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Tchad et du Congo-Brazza ont validé leur position en ce qui concernait la COP 15 et la COP 26 sur la biodiversité et lutte contre les changements climatiques. Au cours de cet atelier sous-régional, les députés ont débattu sur la gestion coordonnée des écosystèmes forestiers au sein des pays d'Afrique centrale,
Quelques thématiques ont été développées, entre autres l'harmonisation entre la gouvernance forestière, la consolidation du plan de travail annuel du REPAR. Il s'agit pour nous de parler d'une seule et même voix, comme cela l'a été lors de la COP 21 de Paris, afin que les préoccupations africaines soient bien évidemment prises en compte. Il nous a été demandé d'harmoniser nos textes législatifs et réglementaires. Il nous a été demandé d'avoir des positions quant aux modalités de financement, d'accompagnement des différentes actions dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, mais aussi dans le cadre de la biodiversité. Il s'agit pour nous, Africains, bien évidemment de la zone Afrique centrale, d'avoir une position commune et une seule santé, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut parler d'environnement, de protection de la nature, de l'environnement et de la biodiversité ou de changement climatique sans mettre la santé au cœur de ces préoccupations. Les différents membres attendraient lancer la contribution des États en faveur de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes d'Afrique centrale. Ils attendent également bonifier les différents plans de travail annuels en liaison avec les assistants techniques du secrétariat permanent des REPAR avant d'élaborer des positions qui touchent les préoccupations de la sous-région au sujet du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Au total, 8 milliards d'euros pour la décarbonisation de la production de l'énergie et de l'industrie. Comme pressenti depuis plusieurs jours, les locataires de l'Elysée ont une nouvelle fois fait un pas en direction du nucléaire et notamment des petits réacteurs modulaires qu'ils souhaitent voir développer en France d'ici 2030. Les renouvelables ne sont pas évidemment mis de côté, obtenant une enveloppe de 500 millions d'euros. Je dirais que l'objectif de la France de 2030 doit être cela. Mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre le monde, en servant un humanisme français et européen qui est le cœur de notre message, de notre promesse et de ce que nous avons encore à faire demain, et donc en construisant les voies et moyens de le faire en étant plus indépendants en tant que Français et Européens. Parce que si nous déléguons en quelque sorte les moyens de mieux nous nourrir, de mieux comprendre le monde ou d'autres, ce seront les préférences collectives d'autres puissances qui le feront. Au programme, c'était également sur la décarbonisation pour les industriels, gros consommateurs d'énergie, la baisse de plus d'un tiers d'émissions des usines d'ici 2030 par rapport à 2015. Forcément, il s'agit d'un saut important pour une industrie qui n'a fait baisser ses productions de 4% l'an dernier. C'est vraiment une filière dans l'énergie où nous pouvons encore le faire, parce que nous ne voulons pas, nous, grande nation de l'automobile, devenir la nation qui roulera le plus vert avec des voitures qui ne sont plus produites chez nous. Ça n'a aucun sens de faire ça. Soyons lucides sur nous-mêmes, les 30 dernières années ont été cruelles pour l'industrie automobile française. Pour les observateurs, la coloration très technologique du discours du président fait sens. L'Agence internationale de l'énergie estime que 50% de la neutralité consistera dans le déploiement de solutions qui ne sont aujourd'hui pas sur le marché. Des solutions qui seront des piliers essentiels pour la neutralité carbone à horizon 2050. Le président français est convaincu que la croissance économique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont compatibles à agir pour le climat.